Voici 5 choses que tu devrais arrêter d'acheter, même si j'ai un petit peu de mal avec ce titre, je suis désolé, parce que, je suis quelqu'un quand même de nuancé. Évidemment, j'estime que dans 90-95% des cas, tu aurais tout intérêt à ne pas acheter ces choses-là, et je vais t'expliquer pourquoi, mais des fois, il y a des exceptions, et ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. En bref, conserve un esprit critique sur ce que je vais partager, parce que souvent, dans ce genre de vidéos, les gens sont un petit peu trop radicaux, fais pas ci, fais pas ça, alors que c'est bien plus difficile que ça, et encore une fois, ça dépend des gens. Ok bon, je vais pas me faire que des amis en disant ça et j'en suis évidemment conscient, mais laisse-moi t'expliquer un petit peu mon raisonnement et pourquoi est-ce que je n'ai jamais acheté de formation en ligne de toute ma vie. Bon en vérité, et j'avais oublié, j'ai une formation en ligne, mais en fait c'est un truc qui dure 2 ans dans lesquels t'as des stages en physique et c'est pour devenir naturopathe. Genre à la fin t'as un diplôme et tout. Là dans la vidéo je parle plus des formations de 1 semaine, 2 semaines, ce genre de trucs. Bon la première chose intéressante c'est le principe de déficit vidéo. Alors je vous invite à prendre la page 214 du livre La fabrique du crétin digital. Bon désolé j'ai pas appris par cœur, mais en fait on prend des enfants de 12 à 30 mois qui voient un adulte utiliser un objet. En fait la démonstration comprend 3 étapes et dans une condition elle est effectuée en vidéo et dans une autre, elle est effectuée en physique. 24 heures après, on soumet l'enfant à cet objet et on lui demande de reproduire les 3 étapes. Une étape réussie égale 1 point. Résultat, les scores obtenus sont systématiquement supérieurs dans la condition humaine plutôt que celle vidéo. C'est ce que vous pouvez voir normalement sur ce tableau. Alors oui, c'est vrai que je fais moi-même, par exemple, des vidéos sur internet dans lesquelles j'essaye de transmettre des choses, mais c'est évident que si je le faisais en physique, l'impact ne serait pas le même et ça vaut évidemment pour les formations en ligne. Pour autant, je pense que des fois, c'est important de payer pour obtenir quelque chose parce que forcément, ça va impacter la manière dont tu vas le percevoir et dont tu vas le recevoir. Quelqu'un qui regarde une vidéo sur YouTube pour laquelle il n'a dépensé absolument 0 €, comme celle-ci, va forcément pas avoir le même taux d'implication que s'il avait dû payer 100 ou 200 € pour la voir. Pour autant, j'estime que si tu veux vraiment dépenser de l'argent pour augmenter le potentiel d'impact et augmenter aussi ton engagement de le processus, à ta place, moi en tout cas c'est ce que je ferais, j'irais plutôt investir dans un one-one par exemple avec quelqu'un parce que là il va vraiment pouvoir cibler mes problématiques. Ou peut-être que j'irai voir quelqu'un en physique, j'irai voir un psychologue, j'irai suivre une formation, un stage en physique. Mais j'aurais pas forcément tendance à acheter une formation en ligne parce que dans la plupart des cas, ça reste standardisé et donc on ne va pas pouvoir répondre précisément à toi tes problématiques. Maintenant, un des problèmes, je trouve, des formations, c'est que, étant donné que c'est très accessible et que c'est un business model qui est quasiment parfait parce qu'il est scalable, c'est-à-dire que tu viens carrément décorréler le temps et l'argent perçu où tu n'es absolument pas dans un processus type salarial où 1 heure égale 15 €. Là, pour 1 heure de travail, 2-3 heures, une fois que la formation elle est terminée, bim, ça te demande exactement le même niveau d'effort qu'elle soit vendue à 10 personnes ou à 2000. Et ça, évidemment, c'est très intéressant. Sauf que forcément, qui dit belle opportunité, dit beaucoup d'opportunistes. Et beaucoup de personnes qui vont commencer à créer du contenu et en seulement 2-3 semaines vont te pondre une formation en ligne. Ce qui implique donc forcément une qualité qui est dans la plupart des cas pas au rendez-vous. Et pour avoir discuté avec pas mal de gens qui ont acheté des formations en ligne, il se trouve que, souvent, les gens sont déçus. Un autre truc qui me saoule avec les formations en ligne, c'est que on te vend souvent des raccourcis où, voilà, tu as cette problématique, une fois que tu auras acheté cette formation, ça y est, tous tes problèmes seront résolus et ta vie sera géniale. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Typiquement, pour devenir footballeur pro ou guitariste, c'est pas avec une formation en ligne, non. Il va falloir beaucoup de pratique, énormément. Il en faudrait même a priori 10 000 heures, comme l'explique Malcolm Gladwell dans Outliers. Ok, pour moi, il y a plusieurs raisons qui font que c'est vraiment pas une bonne idée de commencer à utiliser ce genre d'application. La première, c'est que tu ouvres un champ des possibles que je considère extrêmement dangereux. Daniel Gilbert, c'est un psychologue assez célèbre qui partage une expérience qu'il a vécue dans son livre Stumbling on Happiness. Daniel, en fait, il est en vacances au bord de la mer avec sa famille
et il est tranquillement en train de fumer un cigare et de boire un verre de vin blanc, ce qui rend l'expérience a priori excellente. Un an plus tard, il repart de nouveau en même endroit et il se retrouve quasiment dans la même situation, sauf qu'il a uniquement son petit verre de vin blanc et là, il n'a pas réussi à trouver de cigare. Et donc, il est un petit peu déçu parce que l'expérience n'est pas parfaite, étant donné que l'année précédente, il a connu quelque chose de plus sympathique. En fait, on parle ici de malédiction de la connaissance qui fait que une fois que tu as connu quelque chose de vraiment génial, eh bien le moment où tu vas retourner sans ça va être difficile et par matière de contraste va te paraître moins bien. En fait, c'est là où je trouve que toutes ces plateformes de livraison de nourriture sont très dangereuses parce que ça va venir rentrer dans ton champ de possibilités au quotidien et donc ça va faire partie désormais de tes options. Avant, une soirée jeux vidéo avec tes potes, c'était largement suffisant, mais maintenant, c'est soirée jeux vidéo plus Deliveroo. Ce qui fait que si tu reviens juste à tes anciennes soirées jeux vidéo, eh bien t'aurais l'impression qu'il manquait une petite pizza autour de la table. Maintenant pour moi, l'autre problème de ces plateformes, c'est la manière dont on va avoir tendance à consommer de la nourriture. Pour moi, si tu veux bien manger, si vraiment tu veux te faire plaisir, eh bien soit tu vas au resto, et là, il n'y a aucun problème, mais au moins, tu te bouges, tu manges de la nourriture qui est un minimum cuisinée, et puis tu embellis un peu le moment. C'est pas juste, tu commandes vite fait sur ton truc parce que t'as pas le temps. Non, tu prends le temps de faire ça bien, et donc tu vas au resto avec tes potes, avec tes proches, et là, tu te fais plaisir sans aucun souci. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est tout simplement de te mettre en cuisine. Et ça, je l'ai remarqué. De temps en temps, j'ai des envies de nourriture un peu moins saine, disons, et dans ces cas-là, eh bien, je me dis, ok, pas de souci, c'est exactement ce que j'ai fait hier soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Des frites de patates douces avec du poulet. Bon, c'est sûr que au niveau cuisine, je suis pas allé extrêmement bien loin, mais comme c'était la première fois que je faisais des frites de patates douces, eh bien, j'ai vraiment kiffé. Et étant donné que tu fournis un minimum d'efforts pour obtenir cette récompense, eh bien, tu la valorises bien plus. C'est un peu le fléau du 21e siècle entre nous qui a tendance à décorréler la récompense de l'effort et ce qui fait que, eh bien, on ne valorise pas la récompense de la même manière que si on avait fourni un effort en amont. Typiquement, ce matin, j'ai pris un petit déjeuner qui était délicieux, mais je l'ai vachement apprécié. Pourquoi? Parce que juste avant, j'ai marché 40 minutes, j'ai fait une séance de muscu et j'ai pris une douche froide. Et là, oui, le petit déjeuner est délicieux. Mais si je me lève directement et que je prends mon petit déj, eh bien, en général, il est beaucoup moins bon. Tout d'abord, et c'est ce que partage Sébastien Boller dans le bug humain, c'est qu'il faut savoir que la crème solaire détruit les coraux et bloque la croissance de phytoplancton. En fait, ce phénomène, il se produit quand tu vas te baigner à la plage et que tu as de la crème solaire, eh bien, étant donné que ça va rentrer en contact avec l'eau, ça va venir la polluer et amener tous ces processus parce que oui, dans la crème solaire, il y a plein de produits chimiques. Maintenant, là où c'est un petit peu plus controversé, c'est à quel point est-ce qu'on est venu créer un problème qui de base n'existait pas forcément. En fait, à partir du moment où on tombe dans un extrême, forcément, on a des répercussions qui sont pas très agréables. Et typiquement, le soleil, eh bien oui, une forte exposition va te donner des coups de soleil et va avoir un impact négatif. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, la société nous permet d'être inadaptés. Et si tu as quand même trop chaud, eh bien, étant donné que tu as de la crème solaire, ça va le faire, tu vas rester protégé. Et puis c'est dommage parce que ça empêche aussi l'absorption de vitamine D. Enfin bref, c'est quelque chose de pas très naturel et que personnellement je vais arrêter d'acheter. Et tout simplement quand je me retrouve dans une situation où je dois trop être au soleil, eh bien tant pis, je trouve des solutions, je me protège, je mets une casquette, mais je mets pas forcément de la crème solaire parce que c'est bourré de produits chimiques et que dans la plupart des cas, ça ne sert à rien. Dernière chose intéressante, c'est qu'il y a 200-300 ans, la crème solaire n'existait absolument pas et je me demande à quel point en fait on est venu créer un besoin parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont énormes et qui font qu'on a beaucoup de propagande autour de ce sujet alors que on peut largement s'en passer. Bon, il faut savoir que personnellement, j'achète des livres et je pense que je vais continuer à le faire parce que je trouve sympa d'avoir une petite bibliothèque et des fois avoir les livres en physique, ça me fait plaisir. Mais pour autant, je trouve que pour des gens qui veulent vraiment
économiser de l'argent et qui veulent continuer à s'instruire, eh bien, il y a une solution. Il y a quelque chose qui existe dans quasiment toutes les villes de France, dont quasiment personne ne parle, qui sont les médiathèques. Je sais pas si les gens se rendent compte de ce truc, à quel point c'est fou, mais vraiment, dans une médiathèque, tu trouves quasiment tous les livres que tu veux, et simplement pour 10 € par an, bim, tu les as. En plus de ça, ce qui est génial avec ce genre d'endroit, c'est que tu peux rencontrer des gens et ça peut également faire une sorte d'espace de coworking. Perso, de temps en temps, je vais dans une bibliothèque universitaire à Montpellier parce que j'aime bien changer d'environnement et me mettre dans ce genre d'espace qui me conditionne un petit peu à travailler. Tu sais, quand tu vas dans une bibliothèque ou dans une médiathèque, eh bien c'est simple, tout le monde est en train soit de lire, soit de travailler. Donc toi, tu commences à faire la même chose. Ça doit faire 2-3 ans que j'ai pas acheté un vêtement dans tous ces magasins un peu fast fashion, style H&M, Zara, tout simplement parce que, eh bien déjà, la qualité n'est absolument pas au rendez-vous, que de deux, la plupart des jeunes entre 15 et 20 ans s'habillent là-bas, donc facilement, tu te rends compte que les gens portent les mêmes vêtements que toi, et ça entre nous, c'est un peu relou. Et puis, on sait très bien que c'est pas forcément les magasins qui prennent le plus soin de leurs employés, et puis en termes de matériaux, d'écologie et tout, c'est assez catastrophique. Ça sonne, je reviens. Ouais, faut pas trop acheter de fast fashion, C'est pour mon petit frère, les gars. En fait, je préfère largement acheter, par exemple, un jean un peu stylé, un peu costaud, sur lequel je peux vraiment m'appuyer. Typiquement, je sais pas, un Levi's 501, un truc qui, en termes de qualité, est au rendez-vous, comparé à une enseigne de fast fashion où tu vas en acheter peut-être 2-3 durant l'année, mais bon, à la fin de l'année, ils t'auront un petit peu saoulé parce que tout le monde les a, parce qu'ils commencent à se déchirer, ils sont de mauvaise qualité et que les couleurs partent au lavage. En fait, aujourd'hui, je préfère largement avoir une garde-robe petite mais de qualité, avec seulement 5 jeans, 5 t-shirts, 5 chemises, plutôt que le phénomène inverse où j'ai énormément de choses, mais rien n'est de qualité et d'ici 1 ou 2 ans, eh bien, il y aura tout que je mettrai plus jamais. J'aime bien dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et dans la plupart des cas, dans ce genre d'enseigne, eh bien, les prix sont presque trop beaux pour être vrais. 20-30 € un jean, au bout d'un moment, tu te poses des questions, et c'est exactement la même chose avec la nourriture. Quand un produit, je pense notamment à de la viande, est en dessous de 15-10 € le kilo, eh bien forcément, ça cache quelque chose qui est un peu triste. Ok, les 12h45 les amis, je vais aller manger parce que j'ai les crocs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire parce que ça m'intéresse pour de vrai. Je dis pas ça pour le référencement. Quelles sont les choses que vous avez décidé d'arrêter d'acheter? Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!